entre enjeux et défis. Une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors nous sommes le jeudi 12 septembre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la crise libyenne et il est intitulé « Lutte d'influence à la tête de la Banque centrale libyenne ». Pour en parler, il y a avec nous Mourana Touarabi, journaliste politique et consultant de l'émission. Il y a également avec nous en direct depuis Tunis, Mourad Sellami, journaliste, éditorialiste et grand connaisseur de la Libye. Bonjour messieurs, bonjour à vous, la bienvenue. Bonjour Mourana Touarabi. Bonjour monsieur Chafaoui, merci. Merci d'avoir honoré favorablement notre invitation. Bonjour Mourad Sellami. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes d'Ifriqiya FM. C'est partagé. C'est gentil. Alors à travers vous, nous saluons toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens et tous les confrères de la presse écrite, de la presse en général de la Tunisie. Merci à IFM et merci à vous. Merci monsieur Mourad Sellami. Alors messieurs, la Libye est de nouveau secouée par des luttes de pouvoir entre les deux gouvernements de l'Est et de l'Ouest. Le gouvernement de la Banque centrale, Sadiq El-Kabir, a été contraint de fuir le 26 août dernier, poussé vers la porte de sortie par le gouvernement de l'Ouest, dirigé par Abdelhamid Dbeiba. Une mission de l'ONU a été dépêchée sur place pour tenter de régler le différend. Dimanche 8 septembre, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont de leur côté enjoint Tripoli de trouver une solution rapide. Le Parlement et le Haut Conseil d'État libyen disposent d'un mois pour tomber d'accord et nommer un nouveau gouverneur. Cette nouvelle crise pénalise lourdement les Libyens et menace de mettre fin à 4 années de stabilité relative. Ma première question vous est adressée, monsieur Mourad Sellami, vous qui connaissez bien la Libye, vous y allez régulièrement. Pourquoi le gouverneur de la Banque centrale libyenne a été poussé vers la porte de sortie par le gouvernement d'union nationale? Merci. Je tiens d'abord à dire une chose que nous avons déjà dit sur ce plateau même de Ifriqiya FM. Nous avons dit il y a un mois presque qu'une crise est en train de couver concernant la Banque centrale depuis que Sadiq El-Kabir le gouverneur, c'est-à-dire depuis que le gouverneur a décidé de répartir l'argent du budget, l'argent alloué au budget, d'habitude attribué uniquement au gouvernement central de Dbeiba, oui. Il a décidé de diviser ce budget en 2 parties et d'accorder une partie au gouvernement de l'Est, celle de Hamed. Bien sûr, l'argent c'est le nerf de guerre. Dbeiba s'est vu coincé, c'est-à-dire s'est vu diminuer de son pouvoir. Oui. Et il a chargé, le conseil présidentiel, il a chargé le Menfi, oui. Comme étant le président du conseil présidentiel, de prendre cette décision d'écarter Sadiq El-Kabir en exploitant une décision prise depuis 3 années, c'est ça, par le Parlement en session ordinaire, d'écarter Sadiq El-Kabir. Une décision qui n'a pas été suivie, qui n'a pas été appliquée. Oui. Donc, ils ont exploité une ancienne décision pour la fructifier aujourd'hui, enfin pour la mettre en application aujourd'hui, et pour décider de pousser Sadiq El-Kabir à la porte. Mais, bon, la réaction internationale, c'est la réaction internationale qui est en train de sauver
la Banque centrale libyenne, parce que ce que les Libyens ne disent pas et ce que les étrangers disent, Oui. c'est qu'en ce moment, la Banque centrale libyenne ne peut pas faire d'échanges comme elle le faisait avant dans ses ordres de transfert, etc., notamment avec les banques américaines, parce que les Américains soutiennent carrément Sadr el-Kbir, Oui. celui qui a fui, comme vous l'avez bien dit, en Turquie depuis le 26, craignant pour son intégrité physique. Et- Donc, oui. finalement, la raison, c'était l'attribution de l'argent, la manière d'attribuer de l'argent que le gouvernement de Baïba et le conseil présidentiel Oui. veulent exclusive de leur autorité, alors que lui, poussé notamment par les Américains, Oui. il veut équilibrer l'attribution des fonds pour pouvoir garder l'Est en liaison avec l'Ouest. Pour lui, s'il ne fait pas ça, il va pousser l'Est à fuir sous d'autres cieux et à poursuivre des pratiques antérieures, parce que dans le temps, l'Est, lorsque la Banque centrale ne lui accordait pas de l'argent, Oui, oui. il imprimait de lui-même ses propres billets. Sa propre Ce monnaie. qui a fait... Oui, c'est la même monnaie, mais il les imprime ailleurs Oui. et ils les font circuler sur le marché. Ce qui est Ça a problématique fait aussi. déjà, oui, ça a fait couler le dinar Libyen. Et en ce moment même, Oui. ils sont en train d'extraire du marché des 50 dinars pour pouvoir diminuer cette masse énorme d'argent. Qui Donc, circule vraiment, sur le marché. Oui. D'ailleurs, ils viennent d'étendre les délais d'extraction du marché de ces 50 dinars jusqu'au 2 mois. Et il semblerait, Mourad Slami, que le sort de Sadr el-Kbir était scellé dès que le gouvernement de Tripoli avait senti que ce dernier commençait à se rapprocher du camp du maréchal Haftar. Sadr el-Kbir jusque-là était connu pour être un proche de Abdelhamid Dbeiba, à tel point que Sadr el-Kbir a accompagné Dbeiba dans tous ses déplacements à l'étranger, mais les observateurs ont noté ces derniers temps que Sadr el-Kbir avait tissé des liens qui, au fil du temps, étaient devenus étroits avec le gouvernement parallèle de l'Est du pays. À mon avis, Oui. C'est un alignement sur la position américaine. Oui. Les Américains veulent que l'Est ne soit pas laissé à son propre sort, entre guillemets, et ils veulent garder des liens avec l'Est libyen. Mm-hmm. Pour pouvoir garder des liens avec l'Est libyen, il fallait qu'il y ait un conseil, il y a un conseil supérieur rattaché au conseil présidentiel qui attribue les investissements en Libye, en Est et l'Ouest, qui a fonctionné. Les Américains ont essayé d'imposer une sorte de répartition, disons-le entre guillemets, équitable de la rente pétrolière. Exactement. Ils ont voulu faire une répartition plus ou moins équitable, et ils ont accordé à ce conseil rattaché au conseil présidentiel d'El-Menfi pour faire l'attribution de ces fonds. Ils ont de tout temps envoyé leurs émissaires à l'Est, là encore pour leur dire: nous sommes là et vous allez obtenir votre part de la rente pétrolière. Donc, ce sont les Américains qui sont aussi derrière un budget unique pour la Libye et l'attribution par la Banque centrale des fonds pour ce budget. Ce sont toujours, là encore, les Américains qui sont derrière cela. Très bien. Donc, alors, l'enjeu, si je comprends bien, Mourad Slami, d'ailleurs, ma question suivante est adressée à notre confrère et ami Mouqarrana Touarabi. Donc, si je comprends bien, Mouqarrana Touarabi, il y a un double enjeu dans cette crise. Alors, le premier enjeu, Mourad Slami l'explique. Donc, il y a une volonté des Américains et des Occidentaux de façon générale d'extirper Haftar
de l'escarcelle russe dans laquelle il se trouve. Alors pour extirper Haftar de cette escarcelle, donc, ils ont trouvé l'idée de financer Haftar. Donc ça, d'une part, et d'autre part, il faut le dire, derrière cette crise, il y a aussi une bataille pour le contrôle de la rente pétrolière. Et aujourd'hui, il s'agit de désamorcer cette bataille pour le contrôle des recettes pétrolières. Et donc, dans tout ce magma, donc, l'ONU essaye de couper la poire en deux, de trouver un gentleman agreement pour éviter justement que la Libye ne retombe encore une fois dans une crise de laquelle elle aurait encore du mal à se relever. Est-ce que c'est un peu ce qui se produit actuellement je pense, en Arabie? Ce qui s'est passé récemment par rapport à la question de la Banque centrale libyenne est illustratif de la complexité de la crise libyenne et surtout de la fragilité de la paix qui est là depuis l'accord de 2021 signé à Genève. Aujourd'hui encore, cet épisode nous rappelle à quel point les hostilités peuvent reprendre à tout moment entre les deux camps rivaux, l'Est et l'Ouest. Bien évidemment, l'enjeu capital de toute cette rivalité est le contrôle donc, de la rente pétrolière. Oui. Sachant que les recettes pétrolières finissent au niveau de la Banque centrale libyenne, qui a été d'ailleurs divisée avant. Il y avait deux banques centrales. Oui, il y avait deux banques, une à l'Est et une à l'Ouest. La réunification a rappelé que l'Est peut imprimer sa propre monnaie. Oui, la même monnaie, mais chacun imprimait ses billets. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, c'est aussi la réunification qui a été difficile, mais qui a été concrétisée en 2023, qui est aujourd'hui, en quelque sorte, risque d'être remise en cause par ce nouveau conflit autour du nom, justement, du gouverneur de la Banque centrale. C'est-à-dire le Kibir, qui est là depuis 2012. Oui. S'est retrouvé en quelque sorte avec un mandat prolongé suite à l'accord qui a été signé entre les deux camps en 2021. Et je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu dans ce conflit. Comme l'a si bien souligné notre confrère et ami Mourad Slami de Tunis, il y a bien évidemment les ingérences étrangères qui voudraient justement trouver un juste équilibre entre les deux camps. En réalité, pour perpétuer cette situation qui visiblement arrange les intérêts de beaucoup de puissances régionales et même internationales. Oui. L'implication d'une manière indirecte dans ce conflit des États-Unis d'Amérique, bien évidemment, a en arrière-plan cette volonté d'éloigner un tant soit peu le camp Haftar de l'escarcelle des Russes. Mais en même temps, c'est aussi une volonté de maintenir cette division qui profite justement aux multinationales qui exploitent les richesses pétrolières et gazières libyennes. Aujourd'hui, la bataille sur le contrôle de la Banque centrale aussi, c'est une bataille de survie pour les différents les deux camps qui, jusqu'à maintenant, ont pu trouver une forme d'accord autour de la répartition de la rente pétrolière. D'ailleurs, il y a eu une entente aussi sur la gestion de la Société nationale
La NOC. La NOC, Oui. qui est chargée justement de gérer les champs pétroliers. La réaction du camp de l'Est, du camp Haftar, a été d'ailleurs immédiate Oui, et directe. Elle visait donc la fermeture et la suspension de l'exploitation des champs pétroliers, pour vous dire à quel point Justement, on va parler des conséquences. cet enjeu est majeur. Oui. Voilà, donc globalement, la situation elle est si complexe que Oui. les efforts de l'ONU pour trouver, pour dépasser justement cette crise, l'ONU a déployé beaucoup d'efforts. Un premier accord a été trouvé pour essayer de s'entendre sur un successeur. Alors pour le moment, il y a un directeur ou un Oui. gouverneur par intérim qui s'appelle Abdel Fattah El-Ghaffar. Pour une période d'un mois, en attendant de s'entendre sur celui qui va lui succéder. Alors je souligne juste que alors nous sommes jeudi 12. Hier mercredi 11, une délégation de l'ONU était attendue à Tripoli justement pour arbitrer une réunion, des discussions entre le Haut Conseil d'État et des représentants du Parlement libyen, dirigé par Aguila Salah. Alors jusqu'à ce matin, donc, il n'y a pas de résultat probant, mais les observateurs politiques comptent beaucoup sur cette réunion qui a été organisée à Tripoli pour justement désamorcer cette crise. N'est-ce pas, Mourad Slami? Oui, en effet. Le premier round des négociations fait il y a 2 semaines, oui, il me semble, Oui. il y a une dizaine de jours. Oui. Il y a eu un accord de principe pour renouveler le gouverneur de la Banque centrale. D'ailleurs, il me semble que, contrairement à ce que dit Sadiq El-Kbir à partir d'Istanbul, à partir de Turquie, là où il réside, il dit que non, je vais revenir. Il me semble que la carte Sadiq El-Kbir est déjà tournée. Elle est consommée, oui. Oui, elle est consommée. Et il faudrait trouver une personne sur laquelle s'entendent et les deux chambres, c'est-à-dire le Haut Conseil de l'État et le Parlement, et le Conseil présidentiel, parce que nouvelle donnée en jeu, c'est finalement aujourd'hui le Conseil présidentiel qui détient les clés des portes, quoi, qui domine l'institution en ce moment. D'ailleurs, même le vice-gouverneur, c'est le même fille qu'il a désigné. Il a désigné un conseil d'administration de la Banque centrale. Donc, le conseil présidentiel a chambardé toute la structure de la Banque centrale libyenne sans l'aval des deux chambres censées être, eux, les décideurs en matière de nomination, de désignation, de tout. Donc, il les a mis devant le fait accompli. Et il fallait trouver finalement un arrangement. L'ONU est en train de chercher un arrangement entre toutes ces institutions libyennes. Mais à mon avis, le problème est plus que l'arrangement et surtout le problème c'est comment répartir cet argent libyen. Comment répartir la rente pétrolière. Et à ce niveau-là, la question est vraiment très, très complexe. Elle est complexe, mais en attendant, Mourad Slami, la décision donc inattendue de Dbeiba et de Menfi de changer Sadiq El-Kbir et son équipe, parce que Sadiq El-Kbir finalement n'est pas parti, ne s'est pas enfui seul. Il y a beaucoup de cadres de la Banque centrale libyenne qui l'ont suivi, parce que il se disait dans un entretien au Financial Times, Sadiq El-Kbir disait oui, nous sommes régulièrement menacés, on a souvent menacé d'enlever nos enfants, la situation était devenue intenable et donc nous avons décidé de fuir. Donc aujourd'hui, en plus de la nécessité de trouver une personnalité qui puisse faire consensus entre l'Est et l'Ouest, mais en attendant, cette décision ou cette crise est en train a des répliques que les Libyens payent chèrement. Donc
la production pétrolière s'est considérablement ralentie. Et le fait qu'aujourd'hui la Banque centrale libyenne ne puisse pas faire des opérations financières à l'international risquerait de provoquer un certain nombre de pénuries dans le pays, surtout si la crise s'aggrave ou se prolonge dans le temps. Oui, en effet. D'ailleurs, un petit détail qui n'a pas été dit sur les médias, c'est juste une petite remarque. Je vous en prie. Un détail qui a été pas cité par les médias. On a enlevé des milices libyennes, ont enlevé 3 personnes clés dans la Banque centrale pour pouvoir leur extirper les mots de passe et c'est un membre du cabinet de Sadiq El-Koubir et 2 autres du service informatique. C'est à travers cet enlèvement qu'ils ont pu accéder au SWIFT, au code SWIFT, etc. de la banque. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé en Libye est grave, bien que les détails ne sont pas sortis sur les médias, ils n'ont pas été gonflés par les médias, mais ce qui s'est passé en Libye est grave, et le fait même que le gouverneur désigné par Mohamed El-Menfi n'a pas accepté de siéger, il a demandé l'accord des 2 chambres pour que, comme il l'a dit, aucune goutte de sang ne coule derrière ma nomination. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que il a bien compris que sa nomination forcée pourrait entraîner un conflit grave. Exactement. Non, la situation est vraiment compliquée, c'est vrai. Et juste pour rappeler l'importance de la Banque centrale libyenne, il s'agit juste de rappeler que c'est un établissement qui est le seul dépositaire légal des recettes pétrolières. Elle paie par ailleurs, donc c'est la Banque centrale libyenne qui paye les salaires de l'État dans tout le pays. C'est un poste stratégique. La Banque centrale libyenne à Tripoli est la seule à contrôler les recettes pétrolières. Donc on comprend un peu mieux pourquoi tout le monde veut mettre la main sur cette institution. Alors, Moukhanet Ouarabi, le pétrole s'est arrêté en Libye, il ne coule plus, donc c'est le seul moyen trouvé par le camp de Haftar pour faire pression sur le gouvernement de Tripoli afin de le faire revenir sur sa décision. Donc, le pétrole ne coule plus, donc c'est moins de recettes pour les Libyens. Oui, c'est ce qui a un petit peu fait frémir les prix du pétrole à l'international. Donc c'est quand même une donnée géopolitique à prendre en compte dans le calcul des prix du pétrole. Mais en même temps, Moukhanet Ouarabi, comme les Libyens maintenant ne peuvent plus faire d'opérations à l'international, donc ils ne peuvent plus importer, par exemple, de denrées alimentaires. Donc ça risquerait de rendre un peu plus compliquée la situation des Libyens qui est déjà assez complexe et compliquée comme ça. Tout à fait. La situation, je disais, elle est complexe, mais elle est aussi dangereuse pour les Libyens. Elle est dangereuse pour les 2 camps, parce qu'il y va aussi de cette stabilité qu'ils ont acquise par la force de l'argent, qui quand même venait essentiellement des recettes pétrolières qui sont aujourd'hui impossibles à exploiter. En plus de ça, il y a aussi ce manque à gagner qui est lié au fait que les champs pétroliers sont quasiment à l'arrêt. La production pétrolière libyenne a été réduite d'une manière drastique. Considérable. Aujourd'hui, à mon avis, que les 2 camps ont la même pression sur leurs épaules. Une grande responsabilité par rapport à cette situation qui risque de leur, en quelque sorte, de les fragiliser encore davantage par rapport à leur soutien, par rapport aussi, il faut savoir que l'argent du pétrole sert à payer tous les fonctionnaires libyens. Et en quelque sorte à donner du moyen pour vivre à la population libyenne d'une manière générale. C'est un élément important de la paix sociale. De la paix sociale, et de la stabilité, dire justement pour en quelque sorte les 2 camps, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à acheter la paix sociale. Mais en même temps, il y a un autre élément, c'est aussi
cet argent sert aussi à entretenir les milices qui aident les deux camps. Aujourd'hui, pour les dinars, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est surtout à l'international que le problème se pose. Les Libyens ne peuvent pas disposer de devises. Oui, mais ils ont besoin vous l'avez dit, de nourriture et de beaucoup d'autres biens d'équipement dont ils ont besoin pour entretenir leurs installations et pour que ce soit en termes d'énergie, en termes d'accès à d'autres services qui sont vitaux pour la vie quotidienne. Alors, il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Alors, juste une petite dernière question, Mourad Sellami, si vous le permettez. Nous venons de parler de la crise de la Banque centrale libyenne qui, là, envenime une situation qui est déjà très envenimée, très compliquée. Où en est justement l'ordre donné, où en est tout après l'ordre donné par Haftar à ses troupes de faire mouvement sur l'ouest de la Libye? Est-ce qu'il a fini par retirer ses troupes? Que s'est-il passé exactement? Il n'a pas finalement, Mesmeri, le porte-parole de l'armée de Haftar, a déjà dit que nous ne visons pas la frontière algérienne. Donc c'était un message clair adressé à l'Algérie pour leur dire... Pour rassurer tout le monde. Pour rassurer tout le monde, exactement. À la fois les Tunisiens et les Algériens. Les Libyens et les Algériens. Et pour dire que finalement, nous ne sommes pas à la hauteur de l'Algérie et nous ne cherchons pas des problèmes de ce côté-là. Mais je pense que sur le terrain, ça a été exécuté. Et il ne faut pas oublier une autre donnée, c'est qu'il y a eu des inondations ces 2 dernières semaines. Il y a eu des inondations dans cette partie de la Libye, donc dans le sud-ouest libyen, ce qui a de fait freiné ces mouvements. Oui, et je pense que ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Très bien. La condition les conditions climatiques et les conditions sociopolitiques de ces derniers temps avec la Banque centrale et des questions sur les relations avec le Tchad et le Niger aussi. Donc tout ça a fait reculer ce mouvement. Voilà. Haftar, très bien, Mourad Sellami. Alors nous avons dépassé de quelques minutes le programme qui était imparti à l'émission. Nous nous excusons auprès de l'équipe qui vient juste après. Alors, c'était donc le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices. Nous arrivons au terme de cette émission. Je remercie infiniment Pranet Arabi pour avoir eu la gentillesse d'accepter de participer à l'émission. Je salue Mourad Sellami qui était en direct depuis Tunis et à travers lui tous nos confrères tunisiens. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Alors je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui, elle a été réalisée par Hassiba, à la console technique il y avait Adel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM, Ifriqiya FM, la voix africaine. Au revoir.